Benjamin Boivin, chef de pupitre magazine au Verbe Média, bonjour. Bonjour. Benjamin, tu t'es plongé pour nous dans l'histoire de la bande dessinée. Qu'est-ce que tu as trouvé? La première chose, c'est toujours un peu amusant, les historiens, quand on leur demande de faire l'histoire de quelque chose. La première question qui se pose, c'est toujours, quand ça a commencé? Ou c'est quoi les grandes étapes, finalement, les grands jalons? Et puis, il y a différentes approches, là, il y a différentes manières d'essayer de comprendre les prémices, les départs de l'histoire de la bande dessinée. Certains historiens vont aller jusqu'à dire que dès l'Antiquité, en fait, on peut parler d'une certaine forme de bande dessinée, notamment, par exemple, dans les sculptures ou dans les bas-reliefs. Les Romains faisaient des colonnes très hautes où on voyait des bandes qui racontaient des batailles. Donc, la bande, elle monte avec la colonne jusqu'au ciel. Et puis, sur la bande, si on la regarde et qu'on la consulte avec une certaine connaissance de l'iconographie, on voit que la bande, elle raconte un récit, typiquement un récit guerrier. Donc, on voit ça chez les Romains ou chez les Grecs. Il y a des historiens aussi qui vont nous amener à regarder chez les Égyptiens, là, qui avaient des dessins en bande également, des dessins qui communiquaient non seulement un visuel, mais les dessins, en fait, ils communiquaient le langage, la langue égyptienne par les hiéroglyphes. Donc, il y a des historiens de la bande dessinée qui vont aller jusqu'à dire que finalement, la bande dessinée, elle a toujours existé, elle est indissociable de la pratique du dessin et de l'écriture. C'est peut-être un peu fort de café de dire ça, là. Ça peut nous aider à comprendre le passé. Évidemment, au Moyen Âge, il y a toute la pratique des enluminures. Donc, en fait, le texte, dans son histoire générale, le texte souvent était accompagné d'illustrations. Ouais. Mais bon, du texte accompagné... de la gravure aussi, avec l'imprimerie au 16e siècle. En fait, de façon intéressante, l'imprimerie, là, dans ses débuts, là, c'est plutôt un des moments charnières où le texte est dissocié de l'illustration. Parce qu'on n'est plus dans le registre de l'enluminure qui accompagne, selon la fortune de celui qui l'a commandite, très richement le texte, qui l'illustre énormément. On est dans un registre où on doit imprimer, le processus est très long et très coûteux, donc on est dans du lettrage, de l'impression, l'image est complètement dissociée du texte. C'est ce qui a donné l'habitude qu'on a aujourd'hui dans le roman, le texte de non-fiction. On a uniquement des lettres. Hein. Finalement, il n'y a pas d'illustration. Les illustrations, c'est pour les enfants. C'est le préjugé qu'on va avoir. Ouais. La bande dessinée telle qu'on la connaît aujourd'hui, vraiment, elle émerge dans le contexte de l'imprimerie. Donc, on a la gravure, on a tout ça. Mais au 19e siècle, avec le développement des médias de masse, avec le développement des journaux en France, aux États-Unis, un peu partout en Europe généralement, les journaux sont de plus en plus populaires. Là, même les classes ouvrières et la bourgeoisie vont les consulter. C'est des journaux qui ont des objectifs différents. En France et en Europe, en général, les journaux visent d'abord un public éduqué. Souvent, il s'agit beaucoup de politique, d'opinion. Aux États-Unis... C'est souvent des organes de communication des partis. Exactement. Aux ouais. États-Unis, les journaux sont davantage dans une tradition d'information. Ils rejoignent une population plus générale, souvent pas nécessairement aussi savante. Et là, il y a l'impératif de rejoindre, un impératif capitaliste, de rejoindre le plus grand nombre de lecteurs possible, et émerge progressivement un intérêt pour chercher à rejoindre un public plus jeune, puis également un public qui est intéressé davantage par des objets littéraires ou artistiques que par de la pure information. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'apparaissent les bulles? Est-ce que c'est ça qu'on appelle aussi les phylactères? Je pense que c'est phylactères. Les fameuses bulles là, qu'on associe au monde de la BD. Un mot d'ailleurs qui a plusieurs significations. J'en discutais avec... Oui, hier, je disais... Moi, je vois des longues franges. Non, mais c'est le boîtier que les Juifs hassidiques mettent sur leur front avec une ganse de cuir pour avoir toujours la parole de Dieu en tête. Donc, ça s'appelle un phylactère. Là, je dis, t'es sûr que les bulles comme ça, ça s'appelle des phylactères? Fait qu'on a découvert ça hier. Oui, c'est un mot qui a en fait plusieurs significations savantes. Là. La signification pertinente à notre discussion aujourd'hui, c'est évidemment la bulle. Donc, à la fin du 19e siècle, on peut identifier ce qu'on appelle souvent le premier créateur de bande dessinée ou le fondateur de la bande dessinée, un Rodolphe Töpffer, un Suisse. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Quoi qu'il en soit, souvent, c'est cet individu-là qu'on décrit comme le premier créateur de bande dessinée parce qu'on a des images en séquence, dans des cases, sur des planches, avec du texte qui sert un propos narratif. Et d'ailleurs, la bande dessinée, souvent, peut-être durant le début du 20e siècle, on l'associe à un produit essentiellement pour les enfants, une forme inférieure de littérature. Et pourtant, Goethe, qui n'est pas la moindre des figures littéraires, lui avait été exposé à ça, il trouvait ça génial. Donc là, c'est comme le fondateur de la bande dessinée. Assez rapidement, à la fin du 19e, début 20e siècle, on voit apparaître
dans des traditions bien distinctes aux États-Unis et en Europe, des pages de bande dessinée dans les journaux. Aux États-Unis, c'est plutôt le comique, là. On peut penser par exemple à Garfield ou Charlie Brown. 3 petites cases dans le journal tous les jours avec une espèce d'histoire un peu caustique, comique, qui se suit, mais pas trop non plus. Et puis, dans le monde européen, ben, on voit aussi l'émergence de suppléments aux journaux, des suppléments qui sont destinés à la jeunesse et qui racontent des histoires par l'entremise de bandes dessinées, le plus souvent dirigés vers les jeunes garçons d'ailleurs, quoique il y a tout un marché de la bande dessinée pour jeunes femmes qui émerge dans les années 20, dans les années 30. La période de l'entre-deux-guerres, d'ailleurs, est charnière. Ouais. C'est un grand moment de développement pour le monde de la BD. D'ailleurs, c'est une période de développement importante pour plusieurs grandes traditions de bande dessinée. Ça fait plusieurs fois que je fais référence. Je vais essayer de poser des distinctions. Donc, il y a vraiment le comique à l'américaine qui a donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment les super-héros. Donc ça, c'est vraiment une tradition américaine très importante. Exactement. Donc ça émerge dans le courant des années 30. Là, ça devient très important dans la culture populaire. Il y a la BD franco-belge à laquelle on va associer, bien évidemment, on l'a déjà nommé, Tintin, Astérix, Lucky Luke, Spirou. Il y en a une très grande variété qui vient en bonne partie de l'Europe francophone, donc de la Belgique, de la France, de la Suisse notamment. Quoique c'est un style qui dépasse en fait la langue française, là, dans le monde néerlandais, dans le monde germanique également. Mais il y a un canon, on pourrait dire, il y a une espèce de forme qui est établie, qui est dans un album assez... Exactement, même un canon très précis en fait, des albums avec un nombre de pages très spécifique, un nombre de cases, une manière de procéder, de numéroter les pages, qui va s'établir et s'imposer en fait assez longuement, là, jusque dans les années 70-80 où on va avoir une libéralisation des formes, une diversification des maisons d'édition. Et puis finalement, troisième grande tradition dont je vais parler peut-être un peu moins, vous, je sais que vous allez peut-être en parler, le manga, donc qui est la bande dessinée japonaise, qui émerge de façon intéressante à peu près à la même époque. Ah ouais. Prémisse au 19e siècle, montée en puissance à partir de l'entre-deux-guerres, grande popularisation dans l'après-guerre. Et ces 3 formes de bande dessinée aisément reconnaissables, là, on peut mettre un Spider-Man, un Tintin, puis un manga l'un à côté de l'autre. Et puis on a une idée générale de ces 3 grandes traditions-là qui sont tout à fait différentes les unes des autres, mais qui vont vraiment devenir assez populaires durant la même période, dans la décennie qui précède la Deuxième Guerre mondiale. OK. Je vais peut-être parler davantage de la tradition franco-belge, qui est peut-être la plus connue de nos... Mais c'est quoi, en quelques mots, là, toi, t'en consommes, toi, t'en fais. C'est quoi un manga? Comment on pourrait décrire ça pour les gens qui n'ont jamais vu ça ou lu ça? Un manga, je pense qu'on est plus à décrire le mouvement, on est plus à décrire les sentiments, à s'attarder sur ça, alors que dans la franco-belge, on n'est pas loin parfois d'être une illustration. On ne va pas au fond des choses pour ça. Tu vois, donc, du coup, mais c'est la forme du dessin aussi, non? Je trouve. C'est plus une photo dans le franco-belge? C'est plus une illustration est plus figée, non? Alors, ça dépend toujours des auteurs, mais c'est plus... moi, je trouve intéressant dans le manga cette possibilité d'aller dans les sentiments avec le dessin, s'arrêter sur un regard un peu plus longuement, sur un coup de poing, le geste, sentir le mouvement alors que normalement tu es figé, mais en fait, il y a des vraiment... Ça ressemble un peu plus au cinéma d'animation, d'une certaine manière. Le mouvement est très dynamique. Puis il y a moins le texte. Dans la BD franco-belge, on le voit très bien chez Tintin. Je vais utiliser cet exemple-là parce qu'il est très connu. Il y a énormément de texte, en fait. Lorsqu'on lit une bande dessinée de Tintin, ça prend un certain temps comparé à un manga où souvent les pages se suivent assez rapidement parce qu'on est beaucoup axé dans l'illustration du mouvement, de l'émotion. On voit plus dans le manga. Ressenti, beaucoup plus. Oui. C'est ce qui me décourageait quand j'avais 10 ans. Moi, je voyais un Tintin, je me disais, il y a bien trop de mots. Mais c'est vrai, ça m'épuisait juste d'ouvrir la page et de regarder ça. Mais je dirais que c'est plus intellectuel, puis le manga plus émotionnel. Ah ouais. C'est peut-être pour ça que les jeunes d'aujourd'hui, de cette génération-là, consomment davantage de manga. C'est plus au niveau du ressenti. Ça rejoint un peu le jeu vidéo où il y a beaucoup d'action, les couleurs, les mouvements, comme disait bien. Encore que c'est un univers, tu peux vraiment aller loin. Ouais. C'est dingue, la diversité. Oui. Et aussi
c'est comme dans tout, il y a des gens qui excellent et puis qui font des choses, tu te dis, wow, ça existe. Ben oui, c'est clair, c'est des univers. On fait des petites catégories qu'on essaie de distinguer en quelques minutes, qui sont généralement vraies. Puis en fait, qui sont généralement vraies plus au milieu du 20e siècle que maintenant. Là. On est vraiment à une ère de grande diversité dans le domaine de la bande dessinée, comme dans tous les arts en général. Mais ce qui me mène à te demander, Benjamin, est-ce que justement la période de Goscinny, de Hergé, c'est pas une espèce d'âge d'or qui est derrière nous? Ben, en fait, dans les grandes traditions de la bande dessinée, on parle d'âge d'or, l'âge d'or de l'entre-deux-guerres, immédiate après-guerre jusqu'aux années 70. Là, souvent, on va dire que c'est la période la plus importante. L'une des raisons pour lesquelles on va dire ça, c'est que c'est une période où il y avait des grands éditeurs et des grands auteurs qui étaient massivement connus. Donc, qui étaient très connus dans la culture populaire, qui faisaient l'unanimité ou que beaucoup de gens consultaient de manière générale. Et ça a émergé progressivement. Hergé, lorsqu'il a commencé à écrire, à faire Tintin, dans les années 30, il travaillait pour un journal mineur belge qui n'était pas très connu. Mais des grands auteurs comme ceux-là sont devenus extrêmement importants. C'est la même chose aux États-Unis avec la bande dessinée de super-héros, le comic, où on assiste à un phénomène culturel de masse. À partir des années 50, 60, et particulièrement des années 70-80, il y a une diversification, qu'il y a de plus en plus de genres différents, de manières de faire de la bande dessinée différentes. Mais il y a certainement une grande prédominance de grands auteurs, puis une moins grande prédominance de maisons d'édition majeures. Le marché devient plus éclaté. Qui donnent des cotes. Donc le marché devient plus éclaté. Et puis aussi une diversification dans le secteur du cinéma, du jeu vidéo, qui va évidemment cannibaliser une partie du public qui était acquis à la bande dessinée dans les décennies précédentes, puisqu'elles étaient conçues davantage pour un marché jeune. Maintenant, ça a aussi donné lieu à des bandes dessinées qui sont plus clairement dirigées vers un marché adulte. Ça a été l'émergence du BD reportage, du BD essai, comme on voit ici là, avec Economics, il y en a de tous les genres. Donc, si on peut dire qu'en un certain sens, il y a un âge d'or de la BD dans les années 40 jusqu'aux années 70, d'une autre manière, on a affaire à un milieu artistique beaucoup plus libre aujourd'hui qu'à cette époque-là. Et quand même florissant, parce que je veux dire, des gens qui vivaient de faire de la BD au Québec dans les années 70-80, je pense pas qu'il y en avait tant que ça, alors qu'aujourd'hui, il y en a. Donc, si l'âge d'or est derrière nous, l'époque d'aujourd'hui n'est pas triste du tout. Là. Ben oui, au Québec d'ailleurs en particulier, de fait, le marché était dominé dans l'époque dont nous parlons, les années 50, 60, 70, par de la BD franco-belge, puis en partie la BD américaine. Mais il n'y a pas une énorme production de bande dessinée comme pour la bière, on buvait de la bière américaine dans les années 70, 80, puis là, c'est un peu la même chose. On a fini par faire nos affaires comme des grands. Non, alors qu'aujourd'hui, il y a des BDistes extrêmement connus qui font partie de la culture populaire et que bien des Québécois connaissent. Donc, on peut penser à Guy Delisle ou à Michel Rabagliati, là, qui sont probablement les deux BDistes québécois les plus connus. Rabagliati qui fait... Tu les connaissais déjà? Ils sont pas si connus. Ils sont connus des Québécois, en tout cas. Michel Rabagliati qui fait la série Paul, donc Paul à Québec, Paul par-ci, Paul par-là. Faut que tu découvres ça, c'est vraiment bon. C'est très communicatif de fait de la culture québécoise puis des particularités d'une certaine génération de Québécois aussi à laquelle Michel Rabagliati appartient. Et puis Guy Delisle, ben là, on est vraiment davantage dans la BD de voyage. Donc, dans la BD, il a fait un peu le tour du monde. Autobiographique, beaucoup la mise en scène de sa personne dans une variété de contextes avec Chronique de Jérusalem, Chronique Birman, Shenzhen, Pyongyang aussi. Pyongyang. Puis il y a aussi toute la séquence du Guide du mauvais père dont peut-être Brigitte va nous parler un peu plus tard. Donc ça, c'est l'émergence d'une BD québécoise contemporaine avec des éditeurs comme La Pastèque, par exemple. Ou dans le milieu canadien aussi, qu'on connaît peut-être moins au Québec, mais qui est quand même majeur. Là. Il y a Drawn & Quarterly, qui est une grande maison d'édition de bande dessinée. Il y a plusieurs BDistes canadiens-anglais qu'on connaît peut-être moins au Québec, mais qui sont très importants. D'ailleurs, je pense que la Post Canada vient de sortir une série de timbres honorant une diversité de BDistes canadiens vivants là, depuis quelques semaines, je pense. Chester Brown, Seth, encore une fois, les Québécois que je viens de nommer. Donc, au Québec, la BD se porte extrêmement bien. Puis en Europe, on parlait du festival d'Angoulême un peu avant l'émission. Ça demeure un événement international majeur qui attire une quantité phénoménale de gens, et c'est pas le seul. Il y en a d'autres à Québec aussi. Comme les Oscars ou le festival de Cannes de la BD. À Québec, on a un festival de BD aussi. Oui, on a un festival de BD à Québec qui est adjoint au Salon du Livre de Québec, qui fait des activités d'ailleurs pendant toute l'année. Le BD Québec, c'est une organisation qui fait des
des activités, des expositions, des échanges culturels, des participations à des festivals internationaux. Donc, la BD québécoise se porte bien. Et d'ailleurs, la BD franco-belge se porte assez bien aussi. Il se vend énormément de BD en France, en Belgique. Et aux États-Unis, la bande dessinée des comics, qui a été vraiment l'élément culturel majeur de l'âge d'or, ben, continue de dominer l'espace culturel à travers le cinéma. Ben ouais. De super-héros. Là, on a même fait une émission spéciale là-dessus. Peut-être au point de l'écœurement, diront certains. C'est ce que mes ados disent. Alors, si mes ados le disent, ils sont saturés? Ah, ouais? Ah oui, ils trouvent que les Marvel, c'est rendu n'importe quoi. Bah... Fait que je dis, allez lire les BD. Ah, ben ouais. Parce que les autres, ils connaissent juste les films. Ils connaissent pas les BD. Tu sais, c'est tout à l'envers. On peut avoir trop d'une bonne chose. Oui, c'est ça. Mais au Verbe, on n'a pas trop de cette bonne chose-là. D'ailleurs, on a décidé de faire de l'espace aussi pour les bulles. Je disais que je me prenais trop au sérieux quand j'étais plus jeune. L'une des raisons pour lesquelles j'ai eu à m'intéresser un peu à la bande dessinée, c'est que j'ai voulu réintroduire plutôt la bande dessinée dans les publications papier du Verbe. À partir du mois de juillet dernier, on a commencé à avoir une petite bande dessinée vraiment inspirée de la tradition du comics à l'américaine, là, au niveau de la mise en forme, la présentation. Donc, on pense encore une fois à Peanuts ou à Garfield. On a vraiment une BD qui se veut foi et culture, qui parle de questions notamment liées à la doctrine sociale de l'Église, des enjeux de société à partir d'un regard de foi. Tu vois, c'est un sujet lourd là, qui peut paraître un peu rébarbatif ou pesant. Mais c'est qui fait le BD? C'est Louis Roy. Okay. Louis Roy, qui est un illustrateur qui a beaucoup travaillé avec nous. Donc, il a décidé de se lancer dans l'exercice de la bande dessinée. Ben, c'est un amateur qui travaille à devenir un pro, si on veut. C'est vraiment beau, en tout cas. Benjamin Boivin, merci pour ce tour d'horizon de l'histoire de la bande dessinée. Je rappelle que tu es chef de pupitre pour le magazine Le Verbe. À bientôt. Merci.